Salut à tous. Aujourd'hui, on va couvrir tout mon séjour à Kyoto. Tout a commencé le 17 novembre pour mon premier jour lorsque je suis parti de Tokyo en Shinkansen et que je me suis rendu à Kyoto Station, qui représente en quelque sorte pour moi le centre de Kyoto, mais c'est pas exactement le centre. Avant de sortir de la gare, je me suis délesté de mes bagages en trop à l'aide des casiers présents dans la gare. C'est super pratique, vous devriez faire de même lorsque vous voulez voyager les mains libres. Ce que j'ai visité en sortant de la gare, c'était vite fait les environs, le centre avec la Kyoto Tower juste en dessous, un peu le sommet de la gare aussi juste avant, maintenant que j'y pense. Et ensuite, je me suis dirigé au nord vers le temple Higashi Honganji. Donc la première chose qui m'a interpellé, c'est en arrivant à ce temple, il est désigné comme étant l'endroit de rassemblement lorsqu'il y a par exemple une catastrophe naturelle, tel qu'un gros séisme vraiment bien violent. L'entrée est gratuite, et franchement, pour moi, ça compte beaucoup parce que ça veut dire tout simplement que je peux rentrer et sortir autant de fois que je le veux. Du coup, on peut visiter deux bâtiments avec des salles de prière, mais il faut enlever les chaussures avant de monter et on nous donne des sacs plastiques pour pouvoir mettre nos chaussures avec, des fois qu'on veuille sortir de l'autre côté. Ça nous évite de devoir rebrousser le chemin pour pouvoir sortir là où on est rentré. Pas tous les endroits sont comme ça, beaucoup d'endroits disposent tout simplement de casiers et d'une seule entrée qui fait office de sortie aussi. J'ai tout de même écourté un petit peu ma journée parce qu'on était déjà en après-midi et je me suis dit c'est le moment idéal pour aller check-in à mon hôtel qui se trouve un petit peu en dehors de la zone qui m'intéresse. Du coup, je suis dans la zone de Tanbaguchi où il y a le musée du rail de Kyoto et on va dire que c'est une zone qui est assez morte le soir. Au passage, petit aparté, tous les matins, vers à peu près 5 heures, ça sent extrêmement bon autour de l'hôtel parce qu'ils font griller de l'anguille pas trop loin au charbon. Il semblerait que ce soit une zone avec un genre de marché autour, avec beaucoup de poissons, mais pas simplement que du poisson aussi. Ce qui m'intéresserait quand même, ce serait d'acheter un morceau d'anguille pour manger le matin, comme ça, mais le problème c'est que c'est pas étiqueté et ça me fait toujours peur quand il n'y a pas de prix affiché sur ce que je vais acheter. Et au moment où j'enregistre cette première partie, que de toute façon pour vous sera en une fois, grâce à la magie de l'édition. Il est actuellement 5 heures et ça sent trop bon. J'ai envie de sortir juste pour aller renifler l'anguille grillée au charbon. Mais bon, il est temps de se ressaisir et de parler du jour 2, le 18 novembre. Et ce jour-là, j'ai pris de très mauvaises décisions. Parce que si certains d'entre vous m'ont vu streamer par exemple Zelda Breath of the Wild ou d'autres jeux, vous savez que mon pire ennemi, c'est les escaliers et la gravité. Et éventuellement les objets pointus aussi, mais ça, il n'y en a pas. Du coup, j'ai fait Fushimi Inari Taisha, qui est le temple qui se trouve au pied du mont Inari, et j'ai fait le mont Inari aussi, où il faut monter en suivant un certain chemin qui fait office, on va dire, de boucle. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de monter tout simplement en ligne droite à 233 mètres d'altitude, ce qui pourrait être assez simple et se faire facilement en peu de temps, j'ai quand même mis 2 heures parce que c'était assez difficile. Les marches ne sont pas toutes à la même taille, ne sont pas entretenues pareil. C'est normal, de toute façon, c'est un endroit en montagne, c'est assez compliqué de s'y rendre autrement qu'à pied. Les gens qui, par exemple, sont en fauteuil roulant ne peuvent tout simplement pas monter. Mais c'est une des zones sans aucun doute les plus jolies qu'il y a à visiter à Kyoto. C'est 100% gratuit, c'est ouvert 24 heures sur 24 et la seule mise en garde que vous avez, c'est il n'y a pas de toilette passé à un certain point parce que c'est un lieu sacré. Il faut faire attention aux sangliers et aux singes qui peuvent vous attaquer. Et s'il vous plaît, juste faites attention à vous, parce que il n'y a pas toujours du réseau là-haut. Donc si vous arrive quelque chose, faites en sorte qu'on puisse vous trouver. Au moment où je suis descendu, il y avait quelques magasins qui s'étaient ouverts avec de la nourriture et quelques, on va dire, quelques stands de nourriture qui s'étaient ouverts aussi dans une petite rue et j'ai mangé là. C'était très bon aussi, j'ai mangé une brochette de ce qu'ils appellent steak, mais ça ressemble pas vraiment à du steak comme nous on fait. J'ai mangé un yakitori, un gros yakitori, et j'ai mangé des dango à la sauce soja, grillés sur du charbon, c'était magnifique. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que j'ai pris de mauvaises décisions ? Parce que juste après ça, je me suis dit, oh tiens, et si j'allais faire Kiyomizu-dera ? Et pour se rendre à Kiyomizu-dera, bien évidemment, il faut prendre une ligne de transport de train qui nous mettra, on va dire, assez loin, à peu près une demi-heure à pied,
de Kiyomizu-dera, ce qui ne serait pas tellement un problème si ce n'était pas dans montée. Et oui, la montée est assez difficile, surtout après avoir perdu ses deux jambes au mont Inari. Mais bon, ça c'est juste parce que je suis un génie et que j'ai pas fait suffisamment de recherches avant d'y aller. Donc là, j'y suis allé, il y a un prix d'entrée qui est de 400 yens, il me semble. Mais je pourrais dire n'importe quoi. Et le ticket d'entrée, c'est une sorte de marque-page. Donc honnêtement, je suis un petit peu déçu du prix d'entrée par rapport à tous les touristes qu'il y avait, parce que ça gâche un petit peu, on va dire, l'ambiance. C'est certainement magnifique à visiter en soirée, surtout avec le jeu de lumière qu'il y a, notamment autour d'octobre, avec les arbres qui commencent à devenir rouges. Et ça fait extrêmement Sekiro aussi comme zone. Donc c'est vraiment joli, mais on va dire qu'il y avait un petit peu trop de touristes avec leurs perches selfie tout autour des différents endroits. Et au passage, à Kiyomizu-dera, il y a une sorte de balcon, si on veut, c'est pas vraiment un balcon, une terrasse, je sais pas, qui du coup est légendaire parce que si on se jette de là et qu'on survit, apparemment nos vœux sont exaucés. Il y a que quelques personnes qui ont survécu, à peu près 200 d'après ce qui est enregistré sur Wikipédia. 34 en sont morts. Est-ce que leurs vœux ont été exaucés? Ça on ne sait pas, c'est pas sur Wikipédia. Donc ça c'était une journée extrêmement complète avec énormément de marches. Pour le jour 3, on a essayé de faire des choses un petit peu moins hardcore et du coup j'ai commencé avec le château de Nijo qui coûte 1300 yens à l'entrée il me semble, je dis ça de tête. Le château de Nijo est aussi un point de rassemblement en cas de catastrophe naturelle, en raison tout simplement du grand terrain, tout comme avec Higashi Honganji. Bien évidemment, Nijo, il a une particularité, et ça c'est un truc qu'on ne vous dit pas, c'est que, il me semble, 2 bâtiments sont actuellement sous des échafaudages et sous des bâches dans le but de faire de la restauration. Et ça, je pense qu'on aurait dû nous prévenir, et peut-être même réduire un petit peu le prix, parce que ça coûte assez cher d'entrer, et tout simplement de ne pas pouvoir tout voir parce qu'il y a des bâches. Ou alors il faudrait peut-être nous informer sur comment est-ce qu'ils procèdent pour la rénovation de ces bâtiments. Je sais que je chipote un peu à ce sujet, mais c'est juste que j'essaie de faire les choses de façon assez, on va dire, intelligente, et de ne pas dépenser de l'argent inutilement. Et lorsqu'il y a des zones à visiter, comme par exemple on a quelques salles qu'on peut visiter, où il faut bien évidemment enlever nos chaussures et qu'on nous informe que les photos sont strictement interdites à l'intérieur, eh bien ça donne envie de réfléchir et de dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être là? Parce que franchement, moi ça me met de mauvaise humeur qu'on me dise ouais, les photos sont interdites. Je vais là pour prendre des photos, je vais partager ces photos avec de la famille, pas dans un but commercial ou quoi que ce soit. Ma grand-mère, elle a quoi, 96 ans, 97 ans? Elle est assez vieille quand même, hein, faut pas abuser. Elle va pas venir jusqu'ici pour visiter ça, et j'ai l'intention de lui faire un album photo juste pour elle. Et du coup, je suis extrêmement déçu de ne pas avoir pu prendre des photos, alors que la zone est plutôt jolie, quoi. L'intérieur du... Est-ce qu'on peut appeler ça un palais est assez agréable à visiter. C'est très très beau. J'ai même pas vraiment les mots pour pouvoir décrire à quel point c'est beau et tout. Mais je suis déçu de ne pas pouvoir montrer ça parce que, bah oui, photo interdite, monument classé UNESCO. Comme quoi, ok, tu peux être une UNESCO, mais photo interdite, ok, d'accord, cool. Tu vas vraiment, Kyoto, tu réussis à faire venir tes touristes là, hein, c'est le meilleur moyen de leur donner envie de venir. Et bon, aussi, en marchant à l'intérieur du palais, on nous apprend qu'en fait, le bruit, lorsqu'on pose les pieds au sol, c'est pour imiter en fait le bruit d'oiseaux, et c'est un mécanisme extrêmement bien pensé dans le but de faire quelque chose de vraiment unique. Et c'est quelque chose, encore une fois, que, à mon avis, on est bien évidemment obligé de pouvoir vivre pour pouvoir voir comment c'était vraiment. Mais est-ce que j'aurais pu au moins prendre quelques photos? S'il vous plaît, laissez-moi prendre quelques photos, quoi. Ça ne va jamais dénaturer quoi que ce soit, et je n'utilise pas le flash. Mais bon, on va arrêter de râler à cause de ça, et on va passer à la suite, là où je peux encore continuer à prendre des photos. Par la suite, je me suis rendu à Shimogamo Jinja, qui est un temple situé sur la partie nord-est, on va dire, de Kyoto. Ça se situe presque un peu en montagne, en fait, en forêt. On a l'impression d'être en forêt, pas tellement en montagne en réalité. J'ai dû imaginer la montée.
Et c'est assez intéressant comme lieu, vraiment très joli, vraiment... Ça fait un peu partie de ces lieux qui sont, on va dire, reculés, mais pas trop, mais on va dire quand même juste assez pour être un petit peu ce genre d'endroit que si tu connais pas, si t'as jamais entendu le nom, tu vas jamais te dire «Oh, j'ai envie d'y aller». Il faut vraiment peut-être faire des recherches et le trouver pour se dire «Ah ouais, j'ai envie d'aller là». Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est tout simplement parce que c'était probablement une des zones avec un temple où il y avait le moins de touristes partout, et j'avais l'impression que c'était vraiment un lieu pas trop peuplé, mais il y avait quand même pas mal de monde. Et c'était agréable, c'était vraiment très agréable. Il y avait aussi une exposition en cours, et j'ai pu la visiter un petit peu. Bien évidemment, c'était un petit jeu de lumière dans une sorte de boîte noire, donc c'est assez unique, mais c'était vraiment joli, et toute la zone est vraiment très très jolie. Bien évidemment, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grand, parce que bon, je me suis dit, Kyoto, la ville des temples, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui, comme ça, qui est grand, tout en étant en forêt? Peut-être pas. Mais j'ai aussi visité un autre temple qui avait juste avant, juste au sud de Shimogamo, et là aussi c'était très joli. Le simple fait d'être perdu, on va dire, en forêt, mais en réalité pas vraiment perdu, ça ajoute du charme, du mystère, tout en étant vraiment extrêmement accessible. Peut-être que la seule chose que je reprocherais à l'endroit où se trouve cette zone, c'est de ne pas être desservi, on va dire, de façon agréable par les trains. Ou du moins, il me semble que je n'y suis pas allé vraiment en train. J'ai dû m'arrêter un petit peu plus tôt, soit avec le train, soit avec le métro, parce que le reste, en fait, il fallait le continuer en bus, et j'ai horreur du bus. Et on va parler du bus pour le prochain jour. Mais avant ça, je veux juste finir pour le jour 3. J'ai aussi visité à nouveau Higashi Honganji, parce que je me suis dit pourquoi pas, c'était sur le chemin en rentrant, et juste après ça, j'ai fait un tour au Don Quijote de Kyoto. Au passage, il est, on va dire, quand même moins cool que celui de Asakusa. Déjà, il reste pas ouvert 24h sur 24, donc prenez ça exactement comme vous voulez. Et ensuite, je trouve juste qu'il était tout simplement moins fourni en trucs divers et variés, contrairement à celui de Asakusa, qui a vraiment absolument tout, et peut-être moins en fait côté section plus 18 derrière un volet, ou plutôt derrière des rideaux. Mais j'ai quand même visité la section 18+. Comme vous pouvez le voir à l'écran, bien évidemment, je sais, j'ai été obligé de flouter ça. Vous croyez pourquoi qu'il y a un rideau? J'ai pas envie de risquer ma vie sur YouTube non plus, mais j'ai vu des choses, croyez-moi, j'ai vu des choses. Jour 4 à Kyoto, le 20 novembre 2022, j'ai fait Kinkakuji. Kinkakuji était uniquement accessible, on va dire, en bus, ou alors il fallait que je marche quand même beaucoup, un peu plus d'une demi-heure, il me semble. Ce qui était un petit peu une option, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer le bus quand même, ça m'apprendra à dire de la merde des bus. Et au final, j'ai failli prendre le bus dans la mauvaise direction parce que, bien évidemment, j'arrive toujours pas à me rappeler qui roule de l'autre côté de la route au Japon, comme les Anglais. Ceci dit, chaque fois que j'oublie ça, c'est pas grave quand c'est pour le bus. C'est plus grave quand on regarde du mauvais côté de la route avant de traverser, mais bon, vu que je regarde des deux côtés de la route, c'est pas super grave, mais bon, faut juste pas oublier de regarder des deux côtés. Donc, Kinkakuji, situé dans le nord-ouest de Kyoto, dans un endroit assez reculé, on va dire, parce que bien évidemment accessible plutôt en bus. C'était une expérience assez spéciale. C'est trop touristique pour moi, malheureusement, parce que j'aurais quand même voulu qu'il y ait un petit peu moins de touristes sur mes photos. Bien évidemment, je n'ai pas de cheat pour juste dire vas-y, on désactive les touristes, on les vire le temps que je prenne une photo. Donc il faut faire avec. J'ai pris bien évidemment toutes les photos que je voulais, et la majeure partie de la matinée a tout simplement été passée là-bas. Je ne suis peut-être pas parti avant 11h30, en sachant que j'étais arrivé quand même assez tôt. Je crois que j'ai passé 2 heures là-bas. J'ai tout de même essayé d'éviter l'heure de pointe pour arriver. Mais du coup, il y avait quand même pas mal de touristes. L'entrée est payante, bien évidemment, mais ce n'est pas grave que l'entrée soit payante. Je peux comprendre qu'ils aient besoin de payer pour entretenir en fait tout le jardin et le circuit qu'il y a autour de ça. Et c'était pas trop cher non plus, donc on va dire que ça va. Contrairement par exemple au château de Nijo, ça vaut le prix, pour une fois. Mais est-ce que c'est quelque chose que je reproduirai si j'ai l'occasion de la faire sans les touristes? Probablement que je le ferai. Ceci dit, j'étais assez déçu quand à l'entrée on m'a vu avec ma GoPro et on m'a dit ouais désolé, vous pouvez pas filmer pendant que vous marchez. Moi j'étais là en train de me dire ok d'accord mais
je vlog, monsieur. J'ai envie de vloguer, monsieur. Tous les gens qui sont là avec leur perche à selfie, leur gimbal à téléphone, vous leur faites pas de remarques? Parce qu'il leur a pas fait de remarques. Moi, il a vu que j'avais une GoPro qui était strappée sur mon buste et il s'est dit, ah tiens, lui, il est en train de vraiment tout filmer. Donc bien évidemment, ça met de mauvaise humeur quand on dit ça, mais bon, ok, d'accord, fais avec. Ferme ta gueule, senpai, fais avec. J'ai quand même pu prendre des photos. Donc, Kinkakuji, bien évidemment, c'est ce joli bâtiment doré qu'on peut voir sur toutes les cartes postales qui représentent Kyoto. Et probablement aussi toutes les cartes postales qui vont représenter le Japon lorsqu'on a envie de montrer quelque chose de vraiment magnifique, tout doré, tout brillant. Et le lieu est exactement comme sur les cartes postales, en réalité. Moins les touristes, bien sûr, parce que bon, les cartes postales, eux, ils ont le luxe d'avoir le cheat pour désactiver les touristes. Moi, non. Et c'était vraiment un genre d'endroit vraiment super paisible, et c'est bien que ce soit, on va dire, toujours plutôt en ville, mais reculé. Et on oublie un petit peu, en fait, quand on y va, qu'il y a une ville en dehors de tout ça, même si on n'oublie pas qu'il y a des touristes. C'était vraiment extrêmement bondé, en fait, pour une activité que j'ai fait le matin comme ça. Je m'y attendais vraiment pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est à faire et que je referai sans aucun doute un jour. La prochaine fois que je reviens à Kyoto, sans doute. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de refaire là de suite dans l'immédiat parce que j'aimerais aussi pouvoir y aller avec une météo un petit peu différente. Si j'y vais avec une météo différente, je pourrais un petit peu ajouter un twist à mes photos parce que là, on va dire qu'il était un petit peu couvert, nuageux, ce qui est tout de même plutôt idéal pour prendre des photos, on va dire, correctes. Avec le processus d'édition, ça ressort vraiment bien. Et ça permet aussi d'avoir vraiment une lumière qui se diffuse super bien. Plutôt que d'avoir juste un ciel absolument bleu et le soleil qui tape que dans une direction et qui projette toutes les ombres partout où il faut pas. Ceci dit, magnifique, j'y retournerai, je valide totalement. À l'exception de... Désolé, vous pouvez pas utiliser votre GoPro pour filmer le circuit et les gens autour de vous et... ouais, ok, d'accord. Ne restons pas de mauvaise humeur et parlons de là où j'ai pu aller, là où on m'a pas fait de remarques, et là où il y avait tout simplement pas d'endroit avec s'il vous plaît, les photos sont interdites, hashtag UNESCO, hashtag payer plusieurs milliers de yens. Donc j'ai fait ensuite le palais impérial de Kyoto. Donc le palais impérial de Kyoto est tout simplement situé sur un grand terrain au milieu d'un parc qui du coup est aussi un lieu de rassemblement en cas de catastrophe naturelle, bien évidemment, sans surprise, je veux dire, il y a la place pour les gens, donc pourquoi pas. J'ai visité un petit bâtiment juste avant ça, avec quelques trucs qui montraient notamment sur la faune, la flore locale. Il montrait aussi, je sais pas comment expliquer ça, il montrait vraiment en fait la zone à travers une vidéo qu'ils appelaient l'expérience VR, mais clairement pas réalité virtuelle, il n'y avait pas d'Oculus à se mettre sur la tête. Et pour moi, c'était plus un slideshow de vidéo avec de la musique, quelque chose de paisible, quelque chose à se poser 25 minutes pour l'apprécier, sans aucun doute, c'est très bien. Et il montrait un petit peu de l'histoire sur les lieux, avec des objets des lieux. Bon oui, là il y avait un sticker, s'il vous plaît, pas de photo, mais juste de ça. Et c'était impressionnant que ce soit sur juste un objet dans tout le parc que j'ai visité. Il me manque une partie tout de même du parc que j'ai pas visité, mais ça je le referai, j'ai le temps, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le faire. Lorsque ensuite je suis vraiment monté dans le palais, on m'a distribué un genre de badge que du coup j'ai porté plutôt autour du poignet parce que j'avais déjà pas mal de trucs accrochés au cou, mon sac, la bandoulière de mon appareil photo, ce genre de choses. Et j'ai fait en fait l'agréable surprise de découvrir tout simplement un palais vraiment magnifique, très grand, sans avoir à payer quoi que ce soit. On a juste fouillé mon sac à l'entrée, ce qui est normal. Surtout avec tous ces gens qui commencent à jeter de la soupe sur du Van Gogh et des trucs comme ça. Je veux dire, je comprends. Il n'y avait pas grand chose qui était mis sous verre, donc c'était bien. Mais il y avait quand même quelques éléments qui étaient cachés derrière du verre et qui du coup pouvaient empêcher un petit peu de prendre des photos. Les jardins, les terrains sont vraiment jolis, même si le terrain est très gravier. Et je ne trouve pas ça super agréable à marcher dedans, mais c'est un petit peu, on va dire, la culture du jardinage là-bas, où on se retrouvera avec des espaces pleins de gravier pour avoir en fait ce genre de terrain assez grand dans lequel il n'y aura pas vraiment de verdure, et on réserve la verdure pour quelques espaces vraiment bien particuliers pour créer
sortes de mini-forêts ou des mini-jardins dans lesquels il pourrait éventuellement y avoir un petit peu des temples par-ci par-là, des petits hôtels, des trucs un peu plus sacrés. Parce que de toute façon, on peut marcher sur le gravier sans abîmer, on va dire, ce qu'il y a dessous, quoi. C'est du gravier. Mais si on se met à marcher sur l'herbe, on finira par tout simplement abîmer le terrain, et c'est vrai que ça pourrait être dommage de créer des chemins un petit peu sauvages comme ça au milieu. Donc le palais impérial de Kyoto, du coup, se visite facilement en 1 heure et demie, ça dépend en fait le rythme avec lequel on y va. Moi j'ai pris beaucoup de photos, surtout d'animaux qu'il y avait un petit peu partout, parce que c'est une zone en fait qui fait vraiment parc, et c'est assez agréable à visiter. Par la suite, j'ai quitté le palais, et je suis allé manger à McDo. J'ai voulu essayer un des burgers japonais, le samouraï. Bacon, steak, laitue, tomate. C'était vraiment très bon. J'ai redécouvert McDo et le goût de McDo là-bas. C'est incroyable. Ça fait des années qu'on ne m'a pas servi des frites qui étaient encore chaudes bouillantes. Je suis encore sur le cul, et j'ai mangé pour moins de 5 euros là-bas en plus. Ou environ 5 euros, je sais plus, peut-être 790 yens, un truc comme ça. Je vous laisserai faire la conversion, de toute façon, c'est pas beaucoup d'argent. Au moment de la vidéo, bien évidemment. Donc cette journée était assez complète, assez longue, mais ça en valait le coup, et c'était probablement pratiquement la meilleure journée, mais il reste un élément à faire. Et je me suis dit, je vais rentrer bien évidemment à la gare de Kyoto, mais avant de faire ça, il y a un endroit où je dois aller. Et cet endroit, c'est le musée international du manga à Kyoto. Donc le musée international du manga à Kyoto, c'est un endroit vraiment unique. C'est une sorte de bibliothèque avec des espaces d'exposition qui racontent l'histoire du manga, traduits bien évidemment en anglais pour une bonne partie des choses. Il y a quelques éléments qui n'étaient pas traduits, et bien évidemment on peut juste se poser et lire du manga sans problème. Il y a aussi un pass à l'année, et l'entrée ne coûtait que, je crois, 900 yens. Et le pass à l'année est extrêmement rentable, il me semble. Bon, comme je vis pas ici, ça vaut pas le coup, et comme j'ai un petit peu du mal avec la lecture, ça vaut pas le coup non plus pour moi de prendre un pass à l'année et de revenir tous les jours. Mais en réalité, c'est un truc qui se rentabilise assez rapidement si on est fan de manga, qu'on vit dans la zone et qu'on peut le lire en japonais. Le bâtiment était une ancienne école, et le bâtiment en fait se visite assez facilement sur 3 étages. Il est assez intéressant, il dispose en fait d'une grande bibliothèque, on va dire centrale, à un étage, je crois au 2e étage, et ensuite partout dans le bâtiment il y a des étagères avec des mangas, rangés bien évidemment pas en alphabétique japonais, et il y a absolument de tout. Dès les premiers mangas des années 70, il parle aussi des bandes dessinées franco-belges suisses. Donc, à ma grande surprise, il y avait du Tintin qui était exposé, c'était joli. Et c'était vraiment une super expérience de juste pouvoir en fait passer à travers ce musée et voir en fait toutes sortes de générations de personnes lire des mangas de toutes sortes de générations eux-mêmes aussi. Il y avait aussi une exposition pour Otomegatari, et c'est une exposition que j'ai pu regarder. Je n'ai pas réellement pris beaucoup de photos parce que déjà une partie des endroits ne peuvent pas être pris en photo pour des raisons de copyright, parce que bien évidemment le Japon dit qu'il perd des milliards de millions de yens chaque année au piratage de mangas, et je suis pas convaincu. On sait tous que ce chiffre ne peut pas être estimé précisément, et que leur estimation est beaucoup trop grosse aussi, parce que je suis pas certain que le chiffre d'affaires en manga soit aussi bas. Mais bon, ils aiment imaginer ce genre de choses, et moi je pense qu'ils devraient arrêter de dire tout ce bullshit de merde qui vaut pas le coup pour essayer de nous convaincre que le piratage est en train de faire du mal au manga. Au lieu de ça, il faudrait peut-être commencer par payer les mangaka un vrai salaire et correctement. Parce que les mangaka, ils gagnent pas non plus leur vie très bien, c'est pas tous des millionnaires. Oui, Oda est probablement un millionnaire, oui, Kishimoto est probablement un millionnaire, mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Beaucoup d'entre eux se retrouvent par exemple avec des séries qui disparaissent du jour au lendemain, juste parce que soit c'est pas assez populaire, ou parce que c'est pas assez, on va dire, clickbaity, ou alors c'est tout simplement pas assez apprécié par l'éditeur. Je pense notamment par exemple à Rough Sketch Senpai, qui est une histoire avec une gyaru et un gars.
Et je comprends pas comment ça se soit fait annuler là comme ça. Alors que en face, si on regarde, on a un truc qui s'appelle Gal Gohan, qui est juste une galeuse qui essaie de se faire son prof, qui apprend la cuisine. Et honnêtement, à choisir, je trouve ça même d'ailleurs plutôt trashy par rapport à Wolf's Cast Senpai, qui est juste de la romance classique vraiment mignonne. Et bien évidemment, si vous me demandez lequel je veux voir survivre, c'est Wolf's Cast Senpai, parce que il était tout simplement vraiment intéressant et mignon à lire. Mais bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je peux décider? Surtout si il n'est pas publié en France. Je peux pas voter avec mon porte-monnaie. Donc c'est un petit peu compliqué et je pense que un autre aspect qui montre que le piratage ne fait pas vraiment de mal au manga, c'est par exemple regarder les sites comme Manga Plus, qui sont créés par des vrais éditeurs, qui permettent de mettre à disposition des chapitres récents en lecture gratuitement en ligne pour les lecteurs en dehors du Japon. Et ça, en quoi est-ce que ça fait du mal aux auteurs? Bah rien. Ça leur fait pas mal, tout simplement parce que c'est de la publicité. Un petit peu comme le piratage de manga. Bien évidemment, je suis pas là en train de dire allez-y, piratez du manga. Ce que je veux dire, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de découvrir le manga, et éventuellement de découvrir si un manga nous plaît, c'est de prendre un bouquin dans une Fnac et de le lire. À la Fnac directement. De prendre un bouquin en ligne, de le lire directement sur Manga Plus. De prendre des scans qui ont été produits illégalement, bien évidemment, pour un manga qui n'est pas encore disponible en France ou qui probablement ne sera jamais disponible en France ou jamais fini d'être publié en France. Et c'est pour ça que c'est assez important qu'on ait accès à la culture sans problème. Et quand on a des éditeurs qui viennent et qui nous sortent du bullshit avec des numéros totalement imaginaires qui ne peuvent tout simplement jamais être générés en bénéfice pour ces boîtes-là, à cause, premièrement, du prix du manga, et en plus, à cause de tout simplement la façon dont le manga est produit, donc c'est-à-dire la cadence à laquelle c'est produit. On peut pas aller plus vite, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tous nos mangakas sont déjà plus ou moins malades, ou ont des problèmes de santé, ou des problèmes avec leurs articulations, ou des problèmes de dos, parce qu'ils se tuent à la tâche constamment à venir et à produire quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tripler votre chiffre d'affaires? Si vous voulez tripler votre chiffre d'affaires, bah, moi j'ai une petite idée. C'est commencer par peut-être ne pas annuler toutes les séries comme ça. Et si vous voulez vous assurer que vos dépenses ne sont pas passées dans des trucs inutiles, arrêtez de payer des lobbies pour pouvoir essayer de convaincre les hommes politiques, les femmes politiques, les gens qui font les lois, les gens qui font la police, la justice, que on est là en train de venir et de pirater des millions de milliards en chiffre d'affaires perdus pour Shueisha ou Kadokawa ou je ne sais quel autre éditeur. D'accord? Ces chiffres sont imaginaires. Ils ne sont pas en train de perdre du chiffre d'affaires et je pense que avec les mangas de qualité que nous avons aujourd'hui, l'industrie doit sans doute se porter vraiment très bien. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'abuser du copyright juste pour dire la culture, ça a un prix et toi, tu vois pas le coup parce que t'as pas l'argent. Mais bon, encore une fois, je suis très passionné par le sujet du manga, j'adore ça, j'aime les lire, c'est une passion, et j'aimerais que ça soit juste plus accessible pour beaucoup plus de monde. Donc voilà, c'est globalement un peu tout. Peut-être que je parlerai un petit peu plus sur le sujet, que je ferai un essai vidéo sur le manga en général, et éventuellement l'accès à la culture comme ça. Un peu dans la même veine que ma vidéo sur la préservation du jeu vidéo, parce que je trouve que c'est très important. Rappelez-vous, il fut un temps, les mangas en France, c'était tellement mal vu qu'on nous disait oui, ça rend violent, et toutes sortes de choses vraiment fausses et négatives, alors qu'en réalité, moi honnêtement, quand je lis un manga, ça me fait plutôt ressentir des choses par rapport à une série américaine à la con qui passe sur TF1 comme Les Feux de l'amour, ou Les Experts, je sais pas quoi. Au point où on en est, moi j'ai choisi mon camp et j'ai choisi ma drogue qui est le manga et ça me fait ressentir des choses, ça me fait vivre des choses, ça me fait voir de l'art, ça me fait voir des histoires qui sont diverses et variées et l'immersion pour moi compte énormément et c'est une culture que j'aimerais pouvoir partager avec tout le monde de tous les âges. Maintenant passons au jour 5, donc le 21 novembre. Malheureusement, c'est pas une journée qui s'est passée exactement comme prévu, quand bien même j'ai visité plusieurs endroits à la fois. Donc, au final, j'ai visité à peu près, on va dire, 5-6 endroits. Ça dépend comment on le compte. Premièrement, je suis descendu du train une station trop tôt,
par erreur, tout simplement parce que j'ai pas écouté l'annonce et je savais pas où j'étais, mais bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de marcher. Du coup, je suis descendu à Kiyomizu Tojo et j'ai marché jusqu'à Gion Shijo. Donc j'ai suivi en fait la rivière, le fleuve. Je sais pas exactement lequel c'est. Je crois que c'est Kamogawa. Il faudrait que je regarde sur Google Maps pour avoir une idée de ce que c'est. Et oui, c'est bien ça, c'est la rivière Kamo, donc Kamogawa. Là-bas, j'ai fait quelques surprises, tout simplement parce que c'est une marche assez paisible le long de la rivière et il y avait des oiseaux à prendre en photo. Les oiseaux, les prendre en photo, c'est une belle passion que j'ai aussi, parce que je trouve que les oiseaux, c'est absolument trop cool. Que ce soit des hérons, que ce soit des corbeaux, que ce soit des aigles. Oui, je suis tombé sur des aigles qui venaient pêcher, j'en ai même photographié un qui avait attrapé quelque chose, mais j'ai un petit peu eu du mal avec le focus, parce que bon, ça va vite, ces oiseaux. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Après ça, je suis remonté du côté de Hanamikoji, qui est une rue située dans Gion, qui est on va dire un quartier un petit peu ancien. C'est un peu le quartier des geishas. Bon, ce qui se passe, c'est que là encore une fois, je me retrouve dans un quartier où cette fois, c'est le quartier entier qu'on ne peut pas vraiment photographier. Parce que ce serait... ça pourrait en fait nuire tout simplement au quartier. J'ai une théorie à vérifier, ça serait par rapport aux réseaux sociaux, les gens qui viennent, qui prennent des photos et qui mettent ça sur les réseaux sociaux pour attirer les touristes et troubler la tranquillité des gens locaux. Effectivement, je me dis, ça peut poser problème, notamment ceux qui prennent par exemple des photos de geishas ou qui essaient de qui veulent prendre des selfies avec les geishas, qui les accostent. Premièrement, une geisha ou une maiko, vous ne les approchez pas, vous ne les touchez pas. Deuxièmement, elles ont un boulot, si vous les voyez dans la rue en train de se déplacer, elles sont probablement en train de travailler. Donc il ne faut pas les déranger parce que ça nuit à leur réputation et ça peut littéralement ruiner leur vie au point où on en est. Si par exemple même vous en bousculez une, elle doit rentrer, se rhabiller et si vous salissez ses vêtements, elle doit se changer. Et elle ne peut pas déjà s'habiller toute seule et elles ont probablement des clients, probablement des obligations. Donc il faut vraiment pas les approcher, il faut les respecter leur travail qui est extrêmement difficile, extrêmement coupe-gorge, parce que c'est pas facile. Et troisièmement, soyons honnêtes, d'accord? C'est des gens, vous n'allez pas voir des locaux juste pour leur dire est-ce que je peux prendre un selfie avec vous? Ça se fait pas. Donc voilà, vraiment, gardez vos distances, c'est la moindre des choses, parce que sinon vous donnez une mauvaise réputation au gaijin et c'est pas bon. En sachant que déjà on n'a déjà pas le droit de prendre des photos dans certains de ces quartiers. Je pense que bien évidemment si on se fait pas prendre en train de prendre des photos, ça peut, on va dire, passer, d'accord? Mais il y a des endroits où clairement j'aurais voulu prendre des photos, j'aurais voulu filmer, et j'ai pas pu, tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre une amende, et c'est dommage, parce que c'est pas quelque chose que je vais partager forcément sur les réseaux sociaux, d'accord? Je sais exactement ce que je vais montrer, je sais exactement ce que je peux montrer, et je vais être honnête avec vous. Si je prends une photo de ce genre d'endroit, c'est pour mon album personnel, jamais pour partager, et il n'y a pas de souci, je protège le secret en le gardant avec moi-même. Donc voilà. Après, honnêtement, ça n'empêche pas les gens de prendre des photos. J'ai vu des gens prendre des photos, je vois des gens sortir leur perche à selfie, sortir leur gimbal, leur DJI, ils y vont, ils prennent les photos, d'accord? On n'est pas... Honnêtement, je suis pas en train de venir et de salir le lieu, je suis pas en train d'essayer de le dégrader. Je pense que l'intention compte énormément. Après, à voir. Je vais quand même essayer de m'enseigner pour comprendre pourquoi c'est interdit, parce que c'est important. Du coup, pour continuer, je suis allé jusqu'au temple Yasaka, qui en fait est une jolie petite zone vraiment mignonne à visiter. Un petit peu touristique, je me suis fait accoster par des filles qui venaient d'Osaka, qui avaient des questions pour moi en anglais, sans doute un petit devoir d'anglais à faire. Donc j'ai répondu, il n'y a pas de souci, ça faisait plaisir. Elles me demandaient ce que je faisais dans la vie, je leur ai dit que je suis développeur, ce genre de choses. Et c'est cool de voir des gens pratiquer l'anglais, faire des efforts et vraiment jouer le jeu. Et j'espère que ça va leur plaire et qu'ensuite elles pourront parler anglais correctement à la fin de leurs études. Je sais pas si je pense qu'elles étaient lycéennes, donc voilà. J'espère que ça va fonctionner pour elles. On verra bien.
Je vois aussi assez régulièrement, un peu partout, toutes sortes d'écoliers en uniforme, de tout âge. Donc je pense qu'il y a pas mal de sorties scolaires qui se font en ce moment même, que ce soit dans Tokyo ou Kyoto et probablement ailleurs aussi. Par la suite, après Yasaka Shrine, enfin le temple Yasaka ou le sanctuaire, il se trouve que mon appareil photo a commencé à faire un bruit bizarre, un clic bizarre. Je soupçonne que c'est soit le miroir, soit l'obturateur, soit le volet qui pose problème. Je sais pas ce que c'est, mais mon Canon 90D ne peut plus être utilisé pour prendre des photos de façon fiable, et je suis en absolue putain de dépression. Je suis fou furieux à cause de ça. Donc, j'ai quand même visité un dernier truc dans la zone où j'étais, qui était le Ryozen Kannon, qui est une grande statue de Bouddha. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça Bouddha ou est-ce qu'on peut appeler ça un Bouddha? Je sais pas trop, honnêtement. Mais bon, il y a l'entrée, c'est 300 yens. On nous donne un petit stick à poser d'encens pour juste devant. Ouais, c'est un Bouddha, hein, ça compte comme un Bouddha. Et on peut rentrer dans le Bouddha aussi. Donc c'était joli. Mais honnêtement, j'avais pas vraiment en fait la tête à ça. Je voulais visiter aussi d'autres endroits dans ce coin-là et je vais probablement y retourner le lendemain. Donc on va voir. La magie de l'édition fait que vous saurez directement si j'y suis retourné ou pas. Moi pour le moment c'est encore, je suis pas encore décidé. Mais là je suis encore sur ma perte et j'ai un peu envie de parler de ça aussi parce que j'ai vraiment besoin d'en parler. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux magasins photos que j'ai pu trouver qui étaient pas trop loin. L'un d'eux semble avoir fermé, mais c'est pas dit sur Google. J'ai essayé d'appeler le gars, il répondait pas vraiment au téléphone, donc ok, d'accord, cool. Et puis va lui expliquer les trucs en anglais, parce que est-ce que je vais réussir à lui expliquer en japonais? Non, bien sûr que non. Donc ma deuxième option, c'était d'aller du côté de la gare de Kyoto. Et là, je suis allé à Camera no Kitamura, qui tout simplement est un magasin de caméras d'occasion, neuf, avec des produits divers et variés, donc des trépieds, des filtres et tout. Et l'employé qui m'a reçu, ne parlait pas vraiment anglais, mais avec mon japonais limité, j'ai pu lui expliquer que j'avais un problème avec mon appareil photo. Il a tout de même traduit avec son téléphone ce qu'il me disait, parce qu'il utilisait des mots un petit peu compliqués à certains moments, mais j'ai réussi à comprendre la plupart des choses. Donc ce qui se passe, c'est que je ne peux pas faire réparer mon appareil photo dans des délais acceptables pour mon voyage. Donc ça, c'est vraiment le résumé de la chose, parce qu'il a testé, il a regardé, il a vu qu'il y avait un problème. Mon appareil photo, mon Canon 90D, c'est mon partenaire, c'est pas un jouet. Mon téléphone, mon Pixel 6, ça c'est un jouet à côté de mon Canon. Ils font pas la même chose. Ils font pas les mêmes choses dans les mêmes conditions, ils ont pas les mêmes performances. Et ouais, je suis dévasté, je suis extrêmement triste à cause de ça. Je suis dans la merde parce que je peux pas prendre les photos, je peux plus prendre les photos que je voulais prendre. Donc, ouais, je l'ai dans le cul, c'est profond et ça fait mal. Donc une des options, c'est quoi? C'est d'acheter un 90D à nouveau. Malheureusement, j'ai pas envie d'investir dans un 90D là maintenant de suite, c'est beaucoup trop cher. Si j'investis dans un Canon 90D, je le paye le même prix que ce que je l'ai payé moi. Y compris peut-être même sans la taxe, faut voir. Donc mon option, c'est soit passer à quelque chose de mieux, parce que j'ai l'intention de passer à quelque chose de mieux d'ici quelques années, soit d'essayer de trouver quelque chose à peu près dans la même gamme. Malheureusement, ils n'avaient pas de 80D. J'aurais été, j'aurais accepté de prendre un 80D pour peut-être 500 €. J'ai dû me rabattre sur tout ce qu'ils avaient, qui était un 60D pour 180 €. Certains diront, ouais, mais ok, du coup, bah ça va. Et non, ça va pas. C'est pas les mêmes performances, c'est pas le même nombre de mégapixels, ça fonctionne pas pareil, d'accord? L'ISO ne monte pas aussi haut, et le bruit, en fonction de l'ISO, n'est pas pareil. C'est beaucoup de trucs spécifiques aux caméras, et je sais que mon audience, ça ne vous intéresse pas. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour moi, ce qui était important, c'est de pouvoir faire ça avec mon partenaire pendant les 2 autres semaines qui me restent, et c'est mort, je l'ai dans le cul.
Et pour le moment, je suis encore de mauvaise humeur à ce sujet parce que c'est beaucoup d'argent, d'accord. L'appareil photo, il a 2 ans et quelques mois, donc il est hors garantie. Je vais payer la réparation, et la réparation, je vais pouvoir la faire que quand je descends à nouveau, enfin quand je retourne à nouveau chez moi, et je vais probablement devoir envoyer l'appareil photo pendant quelques semaines chez Canon. Donc je sais où il y a un centre de réparation près de chez moi, dans la région, mais c'est chiant. Et du coup, j'ai avorté le reste de ma journée avec ça. J'avais pas d'autre choix. Il me fallait un appareil photo et je pouvais pas non plus revisser la bandoulière correctement parce que j'avais pas l'embout pour pouvoir visser ma bandoulière. Donc je suis rentré pour pouvoir faire l'échange. Et on verra comment ça se passe. Mais j'ai une downgrade, je vais devoir apprendre à me servir d'un appareil photo qui est beaucoup moins performant. Énormément moins performant. C'est un appareil photo qui a plus de 12 ans aujourd'hui. 2010, c'était il y a très longtemps. Et certains ne s'en rendent pas compte. Moi, rien qu'en le prenant en main, je m'en rends compte. Les boutons sont différents, le placement des boutons est différent, tout va être différent. Mais au moins, le bon côté des choses, c'est que mes batteries, mes cartes SD et mes objectifs sont compatibles. Et c'est peut-être la seule bonne chose que j'ai à en tirer. Donc voilà, passons au jour 6. Le jour 6, le 22 novembre, est un jour un petit peu plus, on va dire, calme du coup, parce que j'ai besoin de refaire Guillaume, du coup, peut-être pas de suite, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les environs qui pourrait être joli et à voir, surtout en novembre, avec les feuilles rouges. Et j'ai trouvé Bishamondo. C'est un temple qui se trouve à Yamashina, donc c'est à l'est de Kyoto, en dehors de Kyoto techniquement, et c'est pas trop loin en fait en train, c'est assez proche. Je pense que ça se fait en une demi-heure, faudrait que je vérifie. Le plus important en fait d'y aller le plus tôt possible, si possible avant l'ouverture, parce que comme ça il y a le moins de monde possible, c'est tranquille et on peut prendre toutes les photos qu'on veut. Et là, j'ai été absolument servi par tout simplement les images que j'ai déjà vues sur Google, que je peux totalement reproduire moi-même, et en même temps par mon pire ennemi, les escaliers, encore une fois. Ceci dit, ils sont pas si hardcore que ça, ceux-là. Ça va, on va dire qu'ils sont à la bonne taille, contrairement à ailleurs. Le temple, du coup, a une entrée classique dans laquelle on peut rentrer avec les gros escaliers et une entrée, on va dire, mode facile, avec des escaliers un petit peu moins hardcore que je n'ai pas emprunté. Ça, c'est d'ailleurs là où tout le monde prend des photos avec les jolies feuilles rouges qui tombent parce qu'on est en automne. Ensuite, concernant les activités à faire là-dedans, il y a quelques bâtiments à visiter. Bien évidemment, c'est payant. On vous donne aussi un sac plastique pour mettre vos chaussures, parce que bien sûr, vous n'allez pas rentrer avec vos chaussures. Et c'était assez intéressant, c'était joli, il y avait vraiment de quoi voir. Je suis vraiment content d'avoir pu voir de très près, en fait, les... Est-ce que ce sont des estampes ou carrément des peintures directement sur les murs et les portes dans les bâtiments Je sais pas. J'aurais bien voulu pouvoir poser la question à quelqu'un, mais il y avait personne qui parlait anglais et je ne savais pas trop comment poser la question en japonais. Du coup, je ne l'ai pas posé. Mais ce qui a été vraiment super intéressant, c'était de voir ces reliefs de près. Lorsqu'on regarde carrément les murs en face, on a l'impression qu'il y a un relief. Mais lorsqu'on vient et qu'on se met sur le côté, il n'y a aucun relief. C'est littéralement peint sur le mur, sur la toile, sur la séparation des deux salles. Et vraiment magnifique. C'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir faire avec Nijo plutôt que me battre avec le verre et les reflets. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai passé une bonne partie de ma matinée là-bas aussi. Il semblerait que ce soit aussi un spot où les gens ont tendance à venir pour faire des photos quand ils vont se marier. C'est plutôt cool. Après ça, je me suis dit, on va retourner sur Kyoto. Guillaume, parce que comme j'ai dit, je voulais le refaire. Mon appareil photo est tombé en panne la veille. Il me manque des photos et bien sûr, il y a tout ce qui est les rues qui m'intéressaient, comme par exemple un Namikoji et tout ça. Une partie du temple Yasaka, enfin du sanctuaire Yasaka que j'avais pas vu, la partie avec le parc au-dessus. Ça, malheureusement, je l'ai pas fait. J'étais beaucoup trop fatigué. J'ai vraiment passé toute ma journée dehors, encore une fois. Tous les jours, je les passe dehors. Mais là, plus que d'habitude. Et du coup, ce que j'ai fait en revenant depuis Yamashina, j'ai fait le
Okazaki Nishiten Nocho. Du moins son jardin. Bien évidemment, entrée payante, mais c'est un magnifique jardin qui vaut absolument le détour, avec quelques vues particulièrement magnifiques et dignes totalement de carte postale. La réalité de la chose, c'est que techniquement, Kyoto, c'est comme sur les cartes postales, d'accord. Kyoto est aussi beau que sur une carte postale. Le problème, quand même, c'est que sur les cartes postales, il n'y a pas tous ces touristes et il y a des endroits où c'était un petit peu compliqué. Mais là, encore, je trouve que c'était un petit peu un endroit qui est, on va dire, hors des attractions touristiques. Et donc, c'était un plaisir de pouvoir le faire parce qu'il y avait justement la possibilité de venir et de participer à une activité solo. C'est-à-dire sans avoir tous ces touristes autour de nous qui sont là en train de venir de prendre des selfies avec leur perche à selfie. J'aime pas les touristes. Mais bon, personne n'aime les touristes de toute façon, et je suis un touriste moi-même, donc bon, voilà. C'est juste que voilà, j'aime bien avoir les activités un petit peu plus, on va dire, calmes et tout. Et c'était vraiment une très bonne expérience, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup apprécié. Je le recommande fortement, en sachant que autour, il y a un zoo et le musée des arts de Kyoto, je crois. Je crois qu'il y avait une exposition, peut-être pas l'exposition Warhol, c'était peut-être l'exposition Ludwig, je sais plus. Ça m'intéressait pas sur le coup et j'y suis pas allé. Et bon, j'ai fait vraiment ce qui me plaisait, ce qui était plus une priorité pour moi. Et techniquement aussi, c'était, on va dire, quelque chose que j'avais vu au loin grâce au torii géant planté avec la route en fait qui passe en dessous. Ça c'est assez magnifique quand même et ça surprend et on se dit ok, s'il y a un torii qui est grand comme ça, c'est qu'il y a un truc vraiment très cool derrière. Il y avait un truc vraiment très cool derrière. Donc je suis content et suivez mon conseil si jamais il y a un grand torii. Plus le torii est grand, plus c'est intéressant ce qu'il y a derrière, allez-y. Pour le 7e jour dans Kyoto, je me rends compte que j'ai fait 7 jours dans Kyoto quand même, c'est pas mal, c'est un joli score. Est-ce que je sais compter ? Bon, ok. 7e jour dans Kyoto. Ce qui est intéressant, c'est que cette journée-là était extrêmement pluvieuse. Il y a des moments où il pleuvait, mais vraiment bien fort, et c'était totalement impossible de pouvoir apprécier quoi que ce soit en allant dehors. J'aime la pluie, mais pas quand j'ai un appareil photo qui déjà n'est pas super performant à protéger. Là, dans ce cas, je me suis dit, c'est bon, je vais pas le risquer, il me reste encore un peu de temps sur mon voyage, on va se la jouer safe. Comment est-ce que je l'ai joué safe ? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait du lèche-vitrine à Kyoto. Je suis allé à Kyoto, Yodobashi, qui est un genre de grand centre commercial avec beaucoup d'électronique, notamment au rez-de-chaussée, on a beaucoup de caméras et de stuff de caméras. C'était magnifique. J'ai enfin pu prendre en main un Canon R5 et j'ai pu prendre en main un Sony A7. Je sais plus si c'était le 3 ou le 4 que j'avais pu prendre en main, avec un gros objectif 50 à 400 mm en focale. Donc massif, c'est le genre de choses que vous voulez pour par exemple prendre des photos des oiseaux. Mais honnêtement, c'est pas le genre de choses que vous pouvez vraiment vous permettre de transporter comme ça en vacances. Même si, entre nous, si j'avais le choix, oui, je le ferais, définitivement. Parce que je prends des photos d'oiseaux. Donc même ici, dès que je vois un corbeau, il suffit qu'il y ait un corbeau qui soit quelque part en haut en train de faire corps, moi je viens, je vise, je shoot le corbeau. Avec mon appareil photo, bien évidemment, je précise, au cas où. Mais moi c'est toujours shoot dans le corbeau, les corbeaux ils sont magnifiques. Donc voilà. Je n'ai pas fait que ça, je suis aussi retourné à Fushimi Inari pour acheter des souvenirs et surtout en fait je cherchais un sac. Donc c'est principalement ce que j'ai fait, j'ai acheté un sac qui va me servir pour lorsque je vais quitter Kyoto, parce que je vais expédier mes valises depuis Kyoto vers Tokyo, vers mon prochain hôtel. Sauf qu'en fait, il y a 2 jours que je ne passe pas à Tokyo directement, je vais d'abord passer une nuit à Miyajima, une île qui est juste en dessous de Hiroshima, et ensuite une nuit à Osaka. Donc j'ai besoin de prévoir un petit peu les choses un peu mieux et du coup c'est pour ça que je me déleste de mes 2 valises et que je les fais expédier sur Tokyo pour qu'elles soient là quand j'en ai besoin et que j'ai besoin d'un petit sac à main dans lequel je peux mettre du change. Donc je pensais en acheter un Fushimi Inari parce que j'en avais déjà vu un qui m'intéressait, qui était mignon avec des motifs de la zone avec des petits renards et tout ça.
Je ne l'ai pas trouvé malheureusement, j'aurais dû l'acheter l'autre jour et c'est ce qui se passe en fait quand on n'achète pas les choses quand elles sont disponibles. Voilà. Donc j'ai acheté un autre sac. Aussi simple que ça. Bien sûr, j'ai pas fait juste ça, j'ai aussi décidé que, vu que la météo ne me permettait pas vraiment de rester dehors, dans de bonnes conditions, c'était le moment de peut-être essayer de viser une salle d'arcade ou peut-être une activité, encore une fois, en intérieur. Donc, bien évidemment, j'ai choisi la salle d'arcade, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai joué, c'était pas aussi facile que lorsque j'étais à Asakusa, mais j'ai quand même un petit peu gagné et je suis vraiment content. J'ai gagné une belle figurine REM qui est absolument magnifique. Elle vaut définitivement l'argent que j'ai investi là-dedans, c'est-à-dire pas tant que ça. Je dirais que j'ai peut-être investi 1500 yens dedans. Donc ouais, j'ai été très mauvais là-dessus. Et encore, REM, elle n'était pas trop compliquée à avoir. Le plus compliqué, c'était d'avoir Okayu. J'ai vraiment galéré, quoi. J'ai peut-être passé 20 minutes dessus, et j'ai peut-être vraiment passé beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais dû sur Okayu. Je suis pas particulièrement fan de Okayu, il y a une chanson que j'aime bien, une cover qu'elle fait, mais en dehors de Floss, je la regarde pas tant que ça, je suis plus un fan de Korone, Pekora, Marine, voilà, Suissé. Or, s'il y avait du Suissé, j'aurais aimé dépenser de l'argent. Je vais être honnête quand même, c'est que cette journée, je suis passé dans une salle d'arcade. Je l'ai passé vraiment sans trop compter et j'ai pas été très raisonnable. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai perdu, malheureusement, notamment sur du Golden Kamuy. On dirait que Golden Kamuy est extrêmement populaire ici au Japon, notamment avec l'anime qui est actuellement en train d'être diffusé. Et je suis vraiment heureux parce que Golden Kamuy mérite qu'on le regarde, mérite d'être célébré pour ce que c'est. Mais voilà, ma 7ème journée était assez simple, même si j'ai dit que j'allais rien faire, et finalement j'ai fait un petit peu des choses. Du coup, passons au 8e jour. Le 8e jour est un jour un petit peu compliqué parce que je voulais faire quelques activités, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse quelque chose dans Kyoto aujourd'hui ? Et la réponse était oui, peut-être. Du coup, je suis allé à la forêt de bambou de Arashiyama, qui se trouve au nord-ouest de Kyoto. C'est un petit peu reculé, un petit peu en dehors de Kyoto si on veut, mais je pense que ça compte un petit peu comme Kyoto. Et la zone est magnifique, minuscule mais magnifique. J'aurais dû y aller un petit peu plus tôt, et si j'y étais allé un peu plus tôt, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié. J'ai eu l'avantage tout de même d'être sur la ligne E du train, pour pouvoir y aller. Depuis mon hôtel directement, il suffisait juste en fait de descendre au terminus là-bas au fond. Enfin, je crois que c'est le terminus. Tout ce qu'il y avait à faire en fait, c'était juste attendre une petite vingtaine de minutes, une demi-heure pour y arriver. Donc au final, c'est assez accessible. Ensuite, il y a bien sûr un peu de marche. C'est jamais à côté de la gare directement. Ne sortez pas par la sortie nord, c'est débile. Sortez par la sortie sud. Ne suivez pas Google Maps. Ou sortez par la sortie nord et du coup vous allez marcher. Encore plus. C'est une zone qui du coup est extrêmement rurale. Dès qu'en fait vous arrivez dans la forêt de bambou, c'est magnifique, c'est joli. Et après ça, en fait, vous vous retrouvez vraiment perdu dans des petites rues. Vous savez pas trop si c'est des habitations, vous savez pas trop ce qu'il y a. Il y a des temples, mais j'ai décidé cette fois de tout simplement ne pas aller jusqu'au bout. Parce que j'ai monté des escaliers extrêmement dangereux, extrêmement glissants à cause de la boue, parce qu'il a plu toute la journée précédente. Et entre nous, je me suis dit, ok, aujourd'hui c'est ma limite, il faut que je m'arrête parce que je vais me faire mal. Ça glisse énormément, j'ai failli glisser 3 fois en montant, je vais encore descendre les marches comme un vieux, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, on va pas se faire mal, on va pas prendre de risques. Surtout, perdu là dehors. Et honnêtement, c'était la meilleure décision que j'ai prise, je pense, de la journée, parce que, en réalité, ça vaut pas le coup d'aller plus loin que la forêt de bambou. Elle est vraiment minuscule, il n'y a pas énormément grand chose à visiter, ou alors peut-être que j'ai pris le mauvais tournant à un moment et il y avait un peu plus à visiter. C'est possible, je sais qu'il y avait un temple, mais je me suis juste dit, je vais pas le risquer plus. J'ai énormément mal aux jambes. En réalité, ça fait depuis Fushimi-Inari que j'ai de très grosses douleurs dans la jambe droite. Mais je prends sur moi parce que je suis ici au Japon, je suis en train d'accomplir mon rêve.
Et j'ai juste pas le choix. Il faut que je profite de ce voyage. Ce voyage a coûté beaucoup d'argent, ce voyage c'est mon rêve. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais j'ai mal, j'ai extrêmement mal. Et disons que je dois avoir un début d'ampoule à 2 endroits, sur mon pied gauche aussi. Ce qui pose un peu problème, et peut-être une ampoule sur le pied droit aussi, un début d'ampoule. Donc là encore une fois, venez avec des chaussures adaptées, bien évidemment, des chaussures confortables, des bonnes semelles. Moi je suis en train de reconsidérer tous mes choix de vie en termes de chaussures qui correspondent à des baskets, et j'aurais totalement dû mettre de bonnes semelles dedans, ou je sais pas, quelque chose. Mais bon, quand je vais revenir, je vais totalement me soigner. De toute façon, il me reste un peu plus d'une semaine. Et comme ça sera principalement de la ville, je pense, pour le reste du voyage, après Hiroshima et Miyajima et Osaka, bah ouais, non, après Miyajima, ça sera Osaka. Je pense que ça sera principalement de la ville, ça sera beaucoup plus adapté, j'aurai beaucoup moins de douleurs et je vais survivre. J'ai un petit peu refait, on va dire, mon équipement pour essayer d'optimiser un petit peu mon sac, qui soit un petit peu moins lourd. Parce que c'est vrai que là, les douleurs, en fait, au niveau de la cuisse droite, j'ai perdu un petit peu de la sensation au niveau sur la hauteur de la cuisse, mais ça c'est peut-être parce que mon porte-monnaie tout simplement me rentrait dans la cuisse pendant une partie du voyage, parce que bah j'avais pas organisé mes poches aussi. Donc bon, je sais que je vous embête avec l'aspect médical comme ça et que je fais la chochotte. Malheureusement, des fois, il y a des moments où on a vraiment de grosses douleurs. Pour de base, je suis pas quelqu'un en forme du tout. Je suis même quelqu'un qui va certainement avoir des gros problèmes de santé s'il se prend pas en main. Et j'estime qu'avec le Japon, j'ai quand même fait pas mal d'exercices. Je marche des kilomètres tous les jours. J'en suis fier. Mais je peux faire un peu mieux. Et il y a des jours où il faut pas que je pousse trop, parce que la situation est dangereuse. Du coup, si Arashiyama c'est trop dangereux, même si les bambous c'est cool, qu'est-ce que je peux faire qui est moins dangereux, moins hardcore? Et je pense à une chose qui était sur ma liste, mais je ne savais pas exactement quand j'allais le faire. Et je me suis dit, tu sais quoi? Tu as un train direct qui part depuis la station de Kyoto, vas-y, fais-le. Je suis allé à Nara. Nara, c'est cette ville que vous voyez dans toutes les vidéos YouTube, dans toutes les photos, où il y a des biches dans la rue que vous pouvez nourrir, et elles s'inclinent pour qu'on leur donne à manger, et lorsqu'elles savent que vous avez à manger, bah, elles vous coursent. Donc, j'y suis allé brièvement. J'ai pas voulu non plus passer trop de temps là-bas, parce que c'est vrai que, bon, ok, les biches, ça existe, c'est cool, c'est unique. Mon truc, c'est plutôt les oiseaux. Désolé. Donc, j'y suis allé, j'ai visité un petit peu, j'ai mangé pour la première fois un kaiten sushi, qui est un conveyor belt sushi, je sais pas comment on appelle ça en français. Un petit peu déçu, parce que du coup, moi, il était un petit peu plus, on va dire, humain. Il y avait un chef qui préparait, qui me tendait les assiettes. Il n'y avait pas forcément grand-chose, en fait, qui était déjà en train de circuler. Bon, ça c'est pas grave. Je sais qu'il y a une autre enseigne qu'il faudrait que j'essaie, qui est un peu plus automatique, avec carrément la livraison et un Shinkansen qui vient et qui nous livre nos sushis. Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'était très bon et le prix était tout à fait abordable. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux à dire à part ça? Ah oui, en fait non, c'était pas mon premier conveyor belt sushi. J'en avais fait un autre à Paris qui était, on va dire, acceptable. Mais là, je suis au Japon et le chef qui était devant moi, qui faisait à manger, il avait des math skills quand même. Le gars quand même, il vient, il attrape le riz, il attrape le poisson, il vient, il les combine, c'est fait. Genre, mec, comment est-ce que tu fais? Moi, si je touche un grain de riz, il me reste collé à la main comme si j'avais mis de la super glue. Bon, je sais, il y a des techniques avec de l'eau, avec... mais bon, ils sont extrêmement bons, c'était assez incroyable. Et je pense que j'aurais jamais vu ça si j'étais pas allé voir justement ce conveyor belt sushi, qui au final n'était pas conveyor belt pour moi. C'était une bonne expérience et je pense que j'essaierai quand même d'aller manger un sushi où je peux manger à une table avec un chef à qui je peux faire des commandes. Les commandes par contre je les faisais pas oralement, j'avais un petit morceau de papier sur lequel je devais noter ce que je voulais commander et combien j'en voulais. Du coup c'était simple, tu viens, tu recopies les kanji et voilà.
Tu mets la quantité, tu mets si tu veux du wasabi ou pas, si ça vient avec ou pas du wasabi. On m'a même recommandé pour l'un d'eux de venir mettre un peu de sauce soja, parce que c'est vrai, je les ai mangés sans sauce soja. C'est juste que comme ils sont genre frais au point d'avoir été faits il y a 10 secondes, je me suis pas dit tiens je vais venir et les baigner dans la sauce soja. Non, je me suis dit je vais les manger pour genre une expérience telle qu'elle est, mais c'est vrai que c'est pas un crime d'utiliser de la sauce soja ou même rajouter un peu de wasabi ou quelque chose. Mais je sais pas, je me suis dit je suis bien sans sauce. C'était magnifique comme expérience. C'est un truc, c'était bon. C'était très bon. J'en ai eu pour 2000 yens. Et c'était bon, c'était magnifique. Je suis heureux. Je suis aux anges. Et pour finir ça, bien évidemment, je vous ai dit pas prendre de risques. Pas trop de risques. Pas trop de mauvaises décisions, par exemple. Je suis allé jouer dans une salle arcade et j'ai gagné des figurines. Voilà. J'ai joué à peu près 3000 yens. On va dire que, ouais, 3000 yens. Donc j'ai gagné une figurine Elsa de ReZero en mode Relax Time. Je me demande si je peux montrer des photos sur YouTube sans risquer quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je me dis, de toute façon, si je restreins la vidéo au plus 18, il n'y a pas de souci. Et si YouTube veut la restreindre pour moi au plus 18, ouais, allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi gagné une autre figurine. Et cette autre figurine n'est autre que Rey Ayanami du 4ème film d'Evangelion. Parce qu'il n'y avait pas Asuka, mais la figurine avait l'air pas mal. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ouais, si j'avais eu le choix, de toute façon, j'aurais choisi Asuka. La salle d'arcade était sur 3 étages. Non, 4 étages. Donc au deuxième étage, il y avait genre des jeux à jetons, un petit peu comme des vieux jeux comme on pouvait voir à certaines fêtes foraines il y a très longtemps il me semble, avec beaucoup de pièces qui sortent, ou certains casinos sans vraiment de l'argent, donc un peu comme des patchy slots mais pas totalement. J'ai pas trop compris exactement ce que c'était, je vois qu'il y a des pièces qui bougent et tout, c'est très bizarre ce genre de jeu, je sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait qu'un jour je me penche dessus, juste par curiosité, pareil pour le pachinko, parce que voilà. Et ensuite, l'étage au-dessus, il y avait les jeux qui étaient, je crois, uniquement solo. Donc c'était des jeux comme par exemple le jeu Fate en arcade, qui se jouait avec des cartes. Il y a aussi, je crois, un jeu Gundam qui peut se jouer avec des cartes. Je suis pas trop certain de comment ça fonctionne. Il faudrait en fait que je demande à un local directement s'il pourrait essayer de m'expliquer un petit peu le jeu. Parce que ça a l'air super intéressant et super poussé. Et c'est le genre de choses qu'on n'aura jamais sur PC, je sais pas pourquoi. Et ensuite, on avait aussi les jeux de rythme à cet étage-là, il me semble. Puis à l'étage encore au-dessus, on avait des jeux multijoueurs. Donc, bien évidemment, je sais pas, en fait, j'en sais rien. J'ai vu des trucs, j'ai vu des lumières, j'ai vu des gens faire des choses, et je sais pas. Je vous avoue, en fait, moi, tout ce que je comprends en fait dans les salles d'arcade, c'est les jeux avec les grues, tout simplement, parce que je veux dire, mon cerveau il est tellement low level que, ouais, je comprends comment ça fonctionne, je comprends un petit peu ce qu'il faut faire. J'ai d'ailleurs bloqué 2 fois des boîtes, donc voilà, au point où la grue pouvait tout simplement pas les atteindre. J'étais un petit peu dégoûté d'ailleurs, hein, parce que j'ai dépensé un peu d'argent là-dessus en me disant ouais c'est bon je vais les débloquer, c'est dans la boîte. C'est pas dans la boîte connard. C'est pas dans la boîte connard, t'as fait de la merde, t'as fait de la grosse merde. Va appeler une employée. Mais elle m'a aidé, elle m'a donné un petit peu des conseils, elle me l'a repositionné de façon à ce que... Parce elle a dû voir que j'ai quand même dépensé pas mal d'argent dans la salle. Donc elle a un petit peu facilité les choses. Il arrive que dans certaines salles, les employés, quand ils voient que tu galères un petit peu, ils peuvent t'aider un petit peu. Parce qu'ils savent combien ça leur coûte, ils savent combien toi ça t'a coûté. Et le yen est peu puissant, donc on va dire que je suis gagnant quand même, hein, mais il faut pas leur dire. Il est faible le yen, c'est tellement bon, je veux aller remanger des sushis du yakiniku. Mais bon, je me dis que du coup, ouais, j'aime quand même les salles d'arcade, les jeux de grue. J'ai quand même, du coup, pratiquement rempli une valise avec des goodies, des souvenirs, des trucs comme ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, dans cette grande valise. Mais disons que dans cette grande valise, il y a quand même pas mal de choses qui sont... Pas mal de place qui est prise par ce genre de choses.
et je vais totalement devoir être un petit peu plus raisonnable avec ça. Ceci dit, j'ai le droit à 2 valises sur l'avion, un bagage cabine et un sac. Donc, on y va, hein. Je veux dire, on profite. J'achèterai probablement une autre valise pour la remplir avec d'autres choses, hein, parce que en réalité, ce qui s'est passé quand je suis venu... Ok, vous savez quoi? Ça, c'est le chapitre bonus, d'accord? Pas pour parler des autres jours, j'ai fini de parler des autres jours, j'ai fini de parler de mon voyage à Kyoto. Ce qui se passe au niveau de mon organisation concernant les valises, c'est que j'ai une petite valise dans laquelle j'avais pu faire entrer absolument tous mes vêtements et exactement tout ce dont j'avais besoin, y compris le trépied que j'ai toujours pas utilisé et que je vais probablement pas utiliser. Donc il y a tout qui pouvait rentrer dans cette petite valise. Cette petite valise, ensuite, je l'ai mise dans la grande valise que j'ai mise en soute. C'est plus simple ensuite pour pouvoir tout simplement se déplacer avec la valise ou faire livrer la valise, parce que du coup je paye le prix que pour une seule valise au lieu de 2. Mais le truc, c'est que là du coup, vu que j'ai clairement besoin en fait des 2 valises et que mes affaires tiennent totalement dans une valise, voire même je peux répartir mes affaires de la petite valise dans la grande valise pour pouvoir caler les boîtes et tout, ça me laisse de la place pour pouvoir revenir avec des choses. Mais je sais que j'ai droit à pas mal de choses parce que j'ai droit à 2 grandes valises, un bagage cabine et un sac. Donc, ce que je vais faire, c'est probablement devoir acheter une valise, mais il va falloir aussi que j'achète un petit peu des choses pour mettre dans ces valises. Donc, j'ai prévu quand même de faire un petit tour à Akihabara, j'ai prévu d'aller à Odaiba, j'ai prévu d'aller à plein d'endroits. Il y a des endroits bien évidemment où je vais y aller et je ne vais pas acheter quoi que ce soit, je vais juste un peu regarder ce qu'il y a. Les jeux dans lesquels j'ai joué dans les salles d'arcade pour gagner des figurines ou des peluches, bon, ben ça j'ai joué en me disant je vais jouer un petit peu pour le jeu, pour voir si je peux gagner quelque chose. Si je gagne rien, bon, c'est pas très grave. Oui, peut-être que je vais perdre une certaine somme et que ça va être un peu inquiétant. Mais moi, en réalité, je joue pas dans des casinos, je joue pas vraiment à des gachas. Et même ici, j'ai joué à un gachapon où j'ai eu un petit Zaku parce que tout le monde a besoin d'un Zaku dans sa vie. Donc, moi, je suis absolument totalement ouvert à venir et à dépenser un petit peu d'argent dans des conneries comme ça. Et à venir à investir dans une valise en plus. Ça me va en fait d'investir dans une valise en plus. Et je vais totalement le faire, je pense. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir amener. Je cherche pas non plus à me les faire détaxer. C'est pas non plus des trucs sur lesquels je dois payer une taxe de fou. Vu qu'à chaque fois je paye 100 yens et que, bon, par exemple sur le poussifeu, j'ai payé 800 yens en tout pour réussir à le faire tomber. Je cours pas après ça. Mais dans les objets que je fais détaxer, par exemple, il y a l'appareil photo numérique d'occasion que j'ai acheté, que je fais détaxer. Techniquement, ça réduit le prix d'à peu près 17 euros si on regarde le prix en euros. C'est pas énorme, parce que je crois que la taxe elle est entre 8 et 10% ici. Il faut que je me renseigne un peu plus d'ailleurs sur comment fonctionne cette taxe, histoire d'avoir une idée exactement de ce que c'est vraiment. Parce que beaucoup de prix d'ailleurs sont hors taxe au Japon. Ça c'est débile, ça c'est un truc que j'aime pas au Japon. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout aimer, ils sont pas obligés d'être parfaits. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils roulent du mauvais côté sur la route. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça le mauvais côté sur la route? Parce que je regarde toujours dans la mauvaise direction avant de traverser, ce qui peut me coûter ma vie. Je suis con, désolé, ça arrive comme ça. Mais voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu longue. Je suis conscient que condenser une semaine à Kyoto et dépasser 1 heure dans la vidéo juste pour raconter ce que j'ai fait, c'est assez incroyable. Mais je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec ça, parce que si j'avais fait une vidéo ou un vlog pour chaque jour sur Kyoto à chaque fois, la vidéo serait allée beaucoup plus longue. Elle aurait fait 4 heures. Ça aurait été un enfer à éditer, et ça aurait été un enfer pour vous à tout simplement suivre, parce que je suis incapable de suivre mon fil d'idées comme ça, sans script. J'ai des notes, mes notes, elles servent à rien. Elles servent strictement à rien. Il y a juste le nom des lieux où je suis allé. Et en plus, j'ai l'impression que
le Mac, il fait de l'autocorrection sur certains endroits parce que je suis très certain d'avoir écrit Guillon. Ouais, voilà, j'ai écrit Guillon et il me l'a remplacé. C'est ça, il me l'a remplacé. Donc en plus, ok, je râle encore un petit peu. C'est bonus. Si vous voulez pas m'écouter râler, passez à la prochaine vidéo dans votre playlist ou je sais pas, allez regarder des vidéos de chats. Mais dans les notes sur Mac, quand tu tapes quelque chose, je sais pas pourquoi il cherche à te l'autocorriger. Il faut que je regarde dans les paramètres pourquoi est-ce qu'il autocorrige les choses et je vais très définitivement aller faire quelque chose à cet autocorrect. Probablement des choses pas très catholiques, mais il faut faire passer un message. Parce que le autocorrect, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Je ne veux surtout pas qu'il fasse quoi que ce soit. Correct spelling automatically. Pourquoi est-ce que j'ai activé ça par défaut? Je suis débile, mesdames et messieurs. Ça fait... J'écris ces notes depuis quelques jours, 8 jours pratiquement. Et à chaque fois, il autocorrecte tous les endroits où je marque et je suis là en train de me dire ok, d'accord, mais j'ai pas écrit ça. Je suis certain que j'ai pas écrit ça. Ah, c'est fou ça. La technologie elle m'en fout des fois. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse. Je vais en direction de Hiroshima, passer un petit peu la journée là-dessus. Une fois que j'aurai passé une partie de la journée à Hiroshima, je vais passer le reste de ma journée à Miyajima, qui est une île, là où il y a mon hôtel. Ça va être kiffant, un max, parce que les îles c'est trop cool, tout simplement. Et après ça, je vais passer une nuit à Osaka. J'ai hâte de voir les beaux néons la nuit à Osaka. J'ai hâte de voir le Dotonbori. Je veux manger des takoyaki à Osaka. J'ai mangé les takoyaki ici à Kyoto 2 fois, je crois. Et j'ai bien aimé ça. J'ai aussi mangé un okonomiyaki sur un bâton, original, mais très bon aussi. Là-bas, à Osaka, il faut que je mange des takoyaki. C'est sur ma liste. J'ai déjà mangé les takoyaki. Les takoyaki, c'est ma nourriture préférée. Il faut que j'en mange à Osaka. C'est la loi. Et il faudrait aussi que je fasse okonomiyaki, pareil pour Hiroshima, mais bon, on verra un petit peu ce que je peux faire. Je peux pas vraiment non plus forcer des miracles. Mais on va voir. Du coup, moi je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous bien.